Bonjour à toutes et tous qui êtes réunis aujourd'hui dans cette très belle salle de musée social. On est ravis d'être ici. Bonjour aussi à celles et ceux qui nous voient et entendent derrière l'écran d'ordinateur. Donc aujourd'hui, la première réunion de ce séminaire sur l'attachement populaire au chemin de fer. Donc c'est vraiment qu'on l'a intitulé un séminaire exploratoire, pour savoir qu'entend-on par attachement populaire au chemin de fer. Donc le programme que vous avez eu aujourd'hui, donc un petit moment d'introduction donc par Francis Bossire, Antoine Lévesque et Nancy Girard. Ensuite, une première table ronde avec Jean-Paul Lesca et Yann Baud qui sont avec nous et Laurent Flovio qui sera à distance. Ensuite, une deuxième table ronde, donc sur plus centrée, non, Laurent Flovio sera dans la deuxième, pardon. Deuxième recording in progress. Donc plus centrée sur les réseaux sociaux avec Wilfried Desmarais, Cassandra Lefebvre et donc Laurent Flovio. Et je pense que, voilà, j'ai fait le tour du programme. Et ensuite, il y aura un moment d'échange avec la salle après la diffusion d'un court documentaire qu'on a réalisé et puis la présentation des perspectives d'études de l'AXE. Eh bien, je passe tout de suite la parole à Francis Bossire. Merci, et donc bonjour à toutes et tous, ainsi d'ailleurs que toutes les personnes qui se trouvent derrière les écrans, par la voie numérique. Je voudrais, avant de commencer, saluer mes collègues du comité scientifique d'oreille histoire de Saint-Icile, Paul Smith, Georges Réveil, Marie-Noël Polino, qui est dans une diagonale, là-bas tout au fond, près de la caméra. Michel Berger qui est en ligne, qui peut-être est déjà connecté et nous entend, et puis le président du comité scientifique, Arnaud Passalacqua, qui est sous la pendule. Vous pouvez voir la pendule, et vous pouvez le voir lui aussi. Voilà. Alors, comme l'a dit Cécile à l'instant, il ne s'agit pas d'un après-midi de colloque, il s'agit d'un lancement. Le lancement d'une idée, et puis l'objectif c'est de voir parmi vous quels sont celles et ceux qui ont envie de continuer avec nous sur cette thématique de l'attachement populaire au chemin de fer, pour voir ce qu'on va en faire ensemble. Alors, vous avez tous le souvenir que la légende des siècles de Victor Hugo commence par ceci: j'ai eu un songe, le mur des siècles m'apparut. Moi, il m'est arrivé la même chose, et à la place de mur des siècles, c'était attachement populaire au chemin de fer. Je me suis dit un jour, mais pourquoi est-ce qu'à Rail et Histoire, on ne se pose pas cette question? Qu'est-ce qui nous réunit déjà à Rail et Histoire? Et donc, ça a été le point de départ de cette idée d'axe de recherche. Alors, au tout début, puisqu'en fait, ce n'est pas une idée qui date seulement d'hier, au tout début, l'idée originelle, ça a été de s'intéresser aux ouvertures et fermetures de lignes, pour essayer de voir comment les populations, enfin la société française, dans sa diversité, ses élus, comment ils pouvaient accueillir le chemin de fer, et lorsqu'on fermait des lignes, qu'on fermait des gares ou qu'on modifiait des dessertes, comment cette même société, ces mêmes élus pouvaient se mobiliser, pour essayer de voir si ça disait quelque chose d'un lien particulier que la société pouvait avoir avec ces chemins de fer. Je ne parle pas de la SNCF, je parle bien des chemins de fer. Et puis, au fil du temps, cette idée a été élargie et on en est arrivé à l'idée que d'abord, il fallait que les cheminots soient partie prenante de cette interrogation, et d'autre part, finalement, que ça concernait ce que j'appellerais le tout à chacun. D'où le terme populaire. Un attachement de tout un chacun au chemin de fer. Et c'est cette exploration qu'on va commencer aujourd'hui, puisqu'en fait, on va partir des manifestations concrètes de cet attachement pour essayer de remonter peu à peu. C'est là que c'est une démarche qui devient effectivement scientifique, remonter peu à peu à ce qui fait le lien, à la fois le lien au chemin de fer,
et le lien des gens entre eux qui s'intéressent au chemin de fer. C'est la double dimension, par conséquent. Mais on n'a pas oublié, et les conversations qu'on a pu avoir dans le cadre du comité scientifique, notamment avec quelques remarques de Georges Ribeil, c'était que l'attachement, c'est pas tout sur. Il a un antonyme qui est le détachement. Le détachement et l'indifférence. Et cette question fait aussi partie de l'interrogation telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Attachement et détachement, qui nous pose un problème probablement de type générationnel. Et du coup, en tirant la pelote, il y a le problème générationnel, il y a le problème sociétal, il y a le problème politique, il y a tous ces problèmes qui viennent autour de cette question d'attachement. Tout cela fait aussi partie, évidemment, de nos interrogations. Voilà, alors aujourd'hui, par conséquent, on a conçu 2 tables rondes, comme vous l'a dit Cécile, avec des personnalités qui sont à la tête, en quelque sorte, de communautés, des lecteurs, des associations qui sont au sein d'une fédération, qui sont membres d'une fédération, et puis tout simplement, par la voie numérique, tout un tas de gens qui suivent les réseaux sociaux et qui contribuent d'ailleurs à l'alimentation de ces réseaux sociaux. Voilà un petit peu le programme de l'après-midi. Et puis on compte sur vous pour intervenir, pour nous interpeller, pour proposer des choses, puisque l'objectif c'est quand même qu'aujourd'hui on considère que c'est seulement la case départ de cette espèce de jeu de loi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Antoine. Voilà, donc je vais laisser la parole à. On va commencer par, peut-être par Antoine, qui est avant, il est arrivé il y a plusieurs mois, donc il est arrivé il y a moins de temps. Comme ça on fait par ordre chronologique, vraiment. Merci Francis, merci Cécile aussi pour la présentation de l'association. Donc effectivement, très heureux de constater qu'il y a beaucoup de monde à ce séminaire. On l'a pas dit, il y a aussi beaucoup de monde en ligne. Alors je ne sais pas exactement à combien on est, mais près de 250 personnes inscrites en tout cas au séminaire. Il a testé un certain succès, un attrait en tout cas pour ce thème attachement populaire au chemin de fer. Donc je pense que c'est important de souligner l'entrée de jeu. Pour me présenter rapidement, donc effectivement, je fais partie de cette équipe qui a travaillé sur le thème sur ce thème, aux côtés d'abord de Francis et Cécile pour voir comment on pouvait lancer cet axe de recherche, et puis aujourd'hui avec Nancy donc pour voir comment on peut le traduire en enquête de sciences sociales, en réflexion collective aussi, et c'est là tout l'objet de cet après-midi. Donc je m'appelle Antoine Lévesque, je suis sociologue et politiste. Mes travaux à moi, ils portent d'abord sur les politiques publiques, plus exactement sur la représentation des intérêts sociaux dans l'action publique. J'ai écrit une thèse sur la desserte en transport en commun des banlieues populaires, et j'ai écrit ça pour comprendre comment évoluait la représentation des classes populaires dans l'action publique. Et puis, je travaille également sur la politisation, donc le rapport des individus aux institutions, aux conflits, aux clivages aussi, tels qu'ils peuvent être représentés dans l'ordre politique, clivages sociaux tels qu'ils sont représentés dans les espaces politiques. Je travaille dans ce sens-là sur l'action collective, la sociologie de l'engagement. J'ai notamment participé à l'enquête collective sur le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, c'est avec cette casquette de politiste que j'ai commencé à mener, en tout cas, participer à cette approche exploratoire de l'attachement populaire au chemin de fer. Alors pour ça, on en dira plus cet après-midi, mais rapidement, je suis d'abord allé chercher du côté des outils analytiques effectivement que peuvent nous offrir les sciences sociales pour comprendre, pour saisir ce thème. Et puis j'ai aussi mené une série d'entretiens exploratoires qui m'ont permis justement de rencontrer un certain nombre de personnes dont certains et certaines seront présentes cet après-midi et seront dans les tables de ronde annoncées par Francis. Je ne reviens pas sur l'objet qui a été très bien présenté, hein, mais simplement pour peut-être préciser qu'il s'agit effectivement de se saisir de cet objet séminaire pour en amont de la production de la réflexion, de la recherche, hein, pour essayer vraiment d'ouvrir ce processus de réflexion, et c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers les adhérents, les adhérentes
de l'association, mais plus largement aussi pour les personnes qui pouvaient être intéressées par ce thème, donc pour réfléchir aux directions que peuvent emprunter cet axe de l'association. Peut-être aussi, pour ajouter juste un élément sur l'origine du projet, expliquer un certain nombre de choses à l'égard de la façon dont ce sujet est arrivé au sein de l'association. Je pense qu'il arrive aussi à un moment où, un moment de questionnement sur l'association aussi Rallye Histoire, sur un peu ce qu'elle est, puisque Rallye Histoire ne fait pas uniquement de la recherche et de la diffusion de la recherche. Elle a aussi un panel d'activités culturelles depuis longtemps, mais qui ne cesse d'être de plus en plus divers, toujours en lien avec des perspectives scientifiques. Mais aujourd'hui, donc, Rallye Histoire fait de la rénovation, de la sauvegarde du patrimoine. Elle organise et participe à de nombreux événements contribuant à entretenir justement un attachement populaire au chemin de fer. Alors, voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Je te laisse, Nancy, te présenter aussi. Merci beaucoup. Et ben donc, Nancy Girard, comme vous l'avez compris, je rejoins récemment Rallye Histoire en tant que sociologue également. Sociologue spécialisé en sociologie d'enquête, donc ce qui va être intéressant là pour le terrain et pour cette phase exploratoire. Quand on dit terrain, vulgairement, sociologie, c'est d'aller à la rencontre des personnes, de leur pratique, de leur quotidien, et il va s'agir de ça. Comme l'a dit Francis, c'est de partir des manifestations d'attachement au chemin de fer, pour savoir ce que ça peut être cet attachement et sous toutes ses formes. Donc sociologue, et moi je suis spécialisée au départ, je viens de la sociologie de la famille, plus largement des liens sociaux et domaine de recherche sur le temps. J'ai travaillé sur la redéfinition du temps au moment du passage à la retraite et l'articulation du quotidien, des activités et d'un nouvel emploi du temps, si ce n'est un autre emploi du temps que celui qu'on avait quand on travaillait, et quels sont les types de réorganisation. Voilà, voir peut-être que ça peut être des questions qui pourront être approchées au moment de rencontrer ceux qui seront d'accord pour partager leur quotidien et leur histoire avec celle des chemins de fer. Merci. Très bien. Et alors, nous, on aime bien aussi savoir à qui on parle. Donc, vous savez à peu près à qui vous parlez. On va préciser un peu ce qui se passe dans cette partie de la table. Mais parmi vous, qui sont les adhérents à Rallye Histoire? Bon. Alors, par soustraction, parce que ça a envahi les plafonds, par soustraction, qui n'est pas adhérent à Rallye Histoire? Pas encore, j'allais dire, parce que pour 5 €, vous devenez adhérent à Rallye Histoire, et pour ce prix-là, qui est absolument ridicule. Oui, mais justement, on veut s'adresser aussi à tout le monde, y compris de façon populaire. Et pour ce prix-là, vous avez la revue d'histoire des chemins de fer, qui est un bel ouvrage. Voilà. Alors, on va faire ces 2 tables rondes, mais je pense qu'avant, j'ai envie de proposer simplement aux 4 personnes qui sont ici, donc 2 x 2, pour les 2 tables, de se présenter tout de suite. Vous n'attendiez pas encore 1 heure pour savoir qui est cette jeune personne qui est autour de la table. Voilà. Donc on va faire ça, donc vous vous présentez, et puis voilà. Du coup, moi je m'appelle Cassandra Lecrène, je suis conductrice de train au TER à Toulouse, et je suis détentrice du compte TikTok. C'est un réseau social, on poste de courtes vidéos de 3 minutes maximum. Et donc mon compte s'appelle Casse la cheminade. Bonjour à tous. Alors mon nom et mon prénom ne sert à rien, je ne suis pas connu sous mon nom, mais sous mon prénom, je suis connu sur Twitter, sur BT27000, je raconte des histoires sur Twitter. Je suis conducteur de train au PAC TER. Alors le PAC TER, c'est dépanner à distance les trains, les conducteurs qui ont des problèmes de panne avec leur train, donc je suis marabout. Et mon autre métier, c'est de conduire les trains cassés. Quand je dis ça, tout le monde peut le comprendre. En gros, quand il y a un camion qui se tape un train ou un train qui se tape un camion, un passage à niveau et qu'il faut aller charger le train, c'est pour notre service. Voilà, c'est facile à décrire. Bonjour à tous, je suis ravi vraiment d'être présent et invité par l'association. Donc, je suis Yann Baud, rédacteur en chef de notre revue depuis un peu plus de 10 années. Et je suis tombé dans le train tout petit et c'était un peu une évidence pour moi
puisque tout petit, déjà, je dessinais des plans de viaducs, des choses comme ça sur les cahiers d'enfants. Et après un parcours un peu professionnel chaotique en cinéma, entre autres, j'ai commencé à me rapprocher de Airpress, donc la maison d'édition qui édite l'Oco-Revue. Et puis petit à petit, j'ai pris les commandes du magazine l'Oco-Revue depuis une dizaine d'années, comme je disais. Bonjour à tous, Jean-Paul Lescat, donc moi aussi je suis tombé dans le chemin de fer tout petit. Pour faire court, aujourd'hui je suis président de Fax Patrimoine Ferroviaire, une association reconnue d'utilité publique qui sauvegarde le patrimoine ferroviaire, matériel. Je suis trésorier d'UNECTO qui regroupe, l'UNECTO c'est l'Union nationale des exploitants de chemin de fer touristique. UNECTO a été créé par la Fax au passage. UNECTO regroupe les exploitations de chemin de fer touristique pour les problèmes réglementaires. C'est principalement le rôle, malheureusement, c'est le rôle principal de l'UNECTO. Je suis aussi fondateur du chemin de fer touristique du Vermandois quand j'étais très jeune, et d'un chemin de fer touristique, donc maintenant historique peut-être, des immigrants membres ici, qui donc fait le circuit du côté de Saint-Quentin. Et je suis aussi une sorte de l'histoire d'ailleurs, en plus. Mais il y a une cohérence dans tout cela, parce que c'est le but, c'est quand même de préserver le patrimoine ferroviaire, le patrimoine documentaire du chemin de fer. Voilà. Bien, alors on va commencer en fait la première table dite ronde avec les interventions de Yann Baud et de Jean-Paul Lescat. Tous les deux ne sont pas cheminots, vous avez remarqué que pour la deuxième table ronde, c'est réservé aux cheminots, si je puis dire. On va se partager le travail avec Nancy. Nancy a quelques questions de sociologue. Et moi, mes questions ne sont pas... Moi, je suis géographe, vous savez. Alors, les géographes, pas très intellectuels, il y a des questions assez matérialistes. En fait, Yann Baud, vous fabriquez une revue. Dans le cadre d'un groupe de presse, vous avez des lecteurs. Et je vais poser les deux questions à vous deux d'un coup, parce que c'est à peu près la même. Hein. Il y a des lecteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces lecteurs? C'est beaucoup, c'est combien de divisions? Est-ce qu'ils font tous la même chose? Est-ce qu'ils sont diversifiés? Enfin, on arrive un peu à se rendre compte de la population qu'il y a derrière un groupe de presse comme LR Presse. Et puis, même question à Jean-Paul Lescat, finalement, à la tête d'une fédération d'associations, j'imagine que l'on peut aussi dresser le portrait robot de ces associations à travers leur diversité. C'est une question importante, je crois, pour démarrer cette affaire de l'attachement, de toucher du doigt la très très grande diversité. Alors peut-être c'est la première question, c'est la même question en fait. Hein. Qui avez-vous en face de vous? Et puis on verra plus tard d'autres questions. Après je passerai la parole à Nancy. Je dis ça pour que le réaliser. Voilà, donc peut-être Yann. Alors j'ai quand même une chance extraordinaire, c'est que le chemin de fer m'a ouvert des domaines que je ne soupçonnais pas du tout au départ, qui sont aussi vastes que bien sûr la technique de la locomotive à vapeur, qui me passionnait déjà quand j'étais tout petit, mais qui progressivement m'ont emmené vers la technique du chemin de fer plus généralement, donc des infrastructures, des ouvrages d'art, de la voie, de la caténaire, du dépôt de locomotives, mais bien au-delà de la vie des gens autour de cet univers du chemin de fer. La vie des gens, l'insertion du chemin de fer dans le paysage, des choses comme ça, qui ont nourri ma passion pour le chemin de fer et l'ont ouverte et ont satisfait une forme d'appétit quasiment insatiable et qui, je pense pour ma part, une vie ne suffira pas à nourrir ce champ d'investigation. Alors la deuxième chance qui est fortement liée, c'est qu'ayant ce langage commun avec des personnes très diverses que sont mes lecteurs, j'ai pu rencontrer des gens qui justement, à travers leur pratique du modélisme ferroviaire, exploitaient, ou en tout cas tiraient les fils de chacun de ces champs liés au chemin de fer. C'est-à-dire que j'ai rencontré des amateurs de locomotives à vapeur pure et dure qui ont tenu à reproduire à une échelle, je sais qu'on a des lecteurs de Loco-Revue ici, donc si je parle d'échelle, c'est quelque chose qui leur sera familier. Des gens qui vont reproduire une locomotive à vapeur au 10e, par exemple, ou qui vont s'évertuer à reproduire les moindres organes à l'échelle du 87e. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui avaient une approche beaucoup plus poétique du chemin de fer, qui étaient liés par exemple, aux arts graphiques, à la mise en forme d'univers oniriques, des choses comme ça. J'ai aussi rencontré des gens qui étaient passionnés par l'univers des gares et du quartier de la gare, qui s'attachaient à reproduire, par exemple, des éléments de la vie du quartier autour de la gare, c'est-à-dire le café de la gare,
l'hôtel de la gare, des choses comme ça, et qui ont mis en scène cela d'une manière plus ou moins réaliste, en piochant dans des magazines et des publications comme les revues d'histoire du rail, des éléments pour nourrir leurs soucis, leur quête de véracité. Et donc ça, c'est quelque chose qui témoigne de la grande richesse d'approche. Et je tiens à dire que toutes ces personnes rencontrées, finalement, ont ce langage commun qui facilite les échanges. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'enthousiasme à chaque fois, c'est qu'on a beau venir d'univers très très différents, de catégories socio-professionnelles extrêmement différentes, avoir eu un parcours fort varié, on a tout de suite, sauf rares exceptions, cette lueur dans le regard qu'on partage et ce langage commun et cet attachement commun au chemin de fer au pluriel. Donc, merci. Jean-Claude, on change d'échelle, c'est 1 sur 1. Moi, c'est 1 sur 1, mais enfin, j'ai commencé tout petit, je pense que c'est un petit peu ce qu'on attrape très tôt. J'ai commencé par l'échelle 0. Alors, ce que je voulais dire quand on parle de personnes, c'est que quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très très longtemps, en fait, on était extrêmement isolés quand on était passionné de chemin de fer. Parce que les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. Les revues, il y avait la vie du rail une fois par semaine, qui à l'époque racontait des choses de pas tout. Et c'était tout. Donc, si vous vouliez savoir quelque chose, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les associations, si vous voulez, c'est comme ça que vous adhérez rapidement à la fac ou à la fax. Alors, la fac, ce n'est pas une fédération. Fédération, c'est un faux ami, parce qu'on dit fédération, et ça fédère des gens, mais il n'y a jamais été dit que ça fédère des associations. Même si la fax, après, a fédéré des associations, parce que la fax est à l'origine de beaucoup de chemins de fer touristiques, en général, c'est des associations, et qui se sont regroupées en fédération dans la fax, avant de prendre leur indépendance, en 2007, comme une ecto. Je ne sais pas si je suis clair. Ceci pour vous dire, l'histoire du chemin de fer est toujours très compliquée, et je ne sais pas remettre ça des grandes compagnies. Donc, pour dire qu'en fait, on se retrouve en association, parce que si vous voulez faire du chemin de fer, si vous voulez, nous avons construit le chemin de fer touristique et l'Armandois, ce n'est pas une action que vous pouvez faire tout seul. Il faut être une équipe. Et puis vous vous rendez compte que vous êtes une équipe de personnes, vous êtes sur un chemin de fer comme l'Armandois, qui est un chemin de fer, vous êtes une quinzaine, une vingtaine d'actifs les grands jours. Vous vous rendez compte qu'il faut se fédérer. Donc vous allez voir les réseaux voisins, voir ce qu'ils font faire. Ce qu'ils font, c'est comme ça que c'est créé une ecto d'ailleurs. Parce qu'il faut partager son expérience. Alors aujourd'hui, une ecto, c'est 100 réseaux. Donc ça fait le congrès que nous allons tenir la semaine prochaine, il y a 300 inscrits, 300 responsables. Vous pouvez penser que je vais faire rêver la somme des 50 actifs à peu près, plus les salariés. Donc il y a du monde derrière. Alors je compléterai ce que je c'est vrai que ce qui fascine dans le chemin de fer, c'est la diversité. Je crois que c'est quelque chose qui attire énormément, que moi-même a beaucoup fasciné, c'est la diversité de ce que le chemin de fer. Vous vous intéressez à la signalisation, aux aiguillages, les infrastructures, les locomotives. Les locomotives, c'est à vapeur, c'est diesel, c'est électrique. Moi, je suis un peu vieux du canard parce que les premières locomotives, c'était électrique. Il y avait des midi. Ça reste le symbole de la vraie locomotive. Pour d'autres, c'est les vapeurs. Vous fascinez beaucoup de monde. Donc je pense qu'il y a cet aspect, et après, vous pouvez partager dans l'association. Après, sont arrivées les associations avec les revues, nous éditons en revue, mais nous avons un problème, on se rend bien compte que le lectorat évolue, que nos adhérents qui apprécient la revue sont en train de prendre de l'âge, et qu'on récupère actuellement des mobilisations, parce qu'on essaie de ne pas mourir, on essaie de faire buzz, de bouger, et on voit bien qu'on récupère des adhésions sans la revue. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui disent oui, parce qu'on veut vous soutenir, et on vous soutient, la revue, on ne lit plus. Donc on est en train de développer les réseaux sociaux. On recrute, si vous ne savez pas quoi faire, je peux vous occuper instantanément. Donc, voilà, c'est le côté différent. Pour aller tout l'après-midi, vous ne saurez pas comment passer mieux. En fait, je reprends le micro pour mieux te redonner la parole après. Pour faire peut-être simple, j'ai envie de poser une question à chacun sur la notion d'être ensemble et de partager donc, quelque chose qui serait une passion commune. On en parlait tout à l'heure dans le modélisme, il y a des gens qui sont peut-être plus initiés que d'autres, c'est même sûr.
L'Eco-Revue, est-ce qu'elle s'adresse, si je ne me trompe pas, à des personnes justement très initiées? Et comment se fait ensuite le partage, voilà, pour des personnes qui débuteraient dans le modélisme, qui vont peut-être par la technique, mais aussi le contexte dans lequel on va observer le chemin de fer ou même le construire, dans le paysage, la région, et comment se rencontrent ces personnes en fait qui ont peut-être un attrait pour le modélisme depuis plus longtemps, avec plus de techniques dans le modélisme en soi, avec des personnes qui voudraient s'initier et qui vont venir se rencontrer. Et de la même manière, là, Jean-Paul, tu disais que plus jeune justement, pour pouvoir rencontrer d'autres avec la même passion, il fallait aller vers des associations, et donc ça continue jusqu'à aujourd'hui pour toi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait encore faire se rejoindre ces gens-là que toi tu rencontres en association, avec une passion commune, mais certainement des entrées différentes au départ? Voilà, je vous rends la parole à tous les deux. Alors, peut-être assez modestement, quoique c'est pas si modeste que ça, mais j'attribue à mon magazine, je dis mon magazine parce que je suis très attaché, c'est presque un peu mon bébé chaque mois, je lui attribue la mission aussi de, comment dire, d'évangélisation, c'est-à-dire que je compte sur ce magazine pour défendre une certaine idée du chemin de fer, pour communiquer un attrait et pour séduire, parfois, un public qui pourrait en être éloigné. Alors voilà, c'est un petit peu difficile parce que c'est un magazine qui est effectivement, comme disait Nancy, c'est un magazine qui est réservé à des initiés, qui n'est quand même pas donné, mais on le complète justement d'une présence sur le net par des vidéos, par des animations de forums, et en favorisant l'échange entre les amateurs et entre les pratiquants. C'est-à-dire que le magazine va servir de support pour les renseigner en termes d'acquisition de connaissances, leur offrir des plans, des explications techniques, mais aussi leur permettre de rentrer dans la grande communauté des amateurs du chemin de fer. Si. Effectivement, je pense qu'on touche du doigt un sujet très, très délicat, c'est le partage de connaissances, parce que quand nous sommes entre nous, entre amateurs, en fait, on est imbuvable. Je veux dire, le pèlerin qui arrive, qui dit tiens, je m'intéresse au chemin de fer, vous écoutez discuter 2 minutes, il dit bon, ça va, ils sont venus pour l'asile, moi je ne m'installe pas avec eux. Donc, c'est un vrai souci que je sais qu'on essaye de gérer, parce que si on veut attirer les gens, si on veut attirer des personnes, il faut leur montrer quelque chose de sympa. Alors, le samedi dernier, j'étais sur le GECP, le groupement des livres des chemins de fer de Provence, qui fait rouler une machine à vapeur sur les voies destinée. Et on m'a présenté une jeune fille, elle a 19 ans, qui est en train d'apprendre à chauffer. Alors, c'était intéressant, avec sa maman, sa mère aussi. Donc, mais ça prouve d'abord une chose, c'est que le chemin de fer touristique, c'est très vivant, et les gens touchent du doigt quelque chose de concret. C'est-à-dire, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire. C'est le problème que nous avons à la fac, nous proposons de sauvegarder des documents. Et on rentre dans un rêve très passionnant, mais c'est pas très concret. Je veux dire, les belles cartes postales, mon ami Frédéric qui est là, qui est un collectionneur agréé, qui a des photos magnifiques, mais ça attire pas. Alors quand on vous montre un bon train, vous prenez le train DCP, vous avez une belle machine à vapeur, on vous dit, mais c'est à votre possibilité, si vous voulez, écoutez un peu, vous allez travailler, c'est beaucoup plus attractif. Donc le problème de l'attractivité est un vrai sujet, et comment faire comprendre aux gens que c'est pas on est des gens fréquentables. Moi, je vais me brancher un petit peu sur tout ça. Et il m'a semblé, quand on ouvre l'Eco-Revue, pas seulement ce numéro-là, ceux d'avant, vraiment ceux d'après, on comprend bien qu'avant de voir des gens qui, pardon pour l'expression, jouent au train, ils ont fait un énorme travail. Un gros travail de reconnaissance historique. On ne voit pas rouler n'importe quoi sur n'importe quelle ligne. Et il y a des époques. Il y a tout un tas de choses comme ça qui montrent qu'en amont de l'activité concrète et physique, je pense que nous, et on va faire cette intervention tout à l'heure, qui voudra parler. Bon,
il y a un travail à faire, et c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'un rallye histoire, peut-être que ça nous intéresse aussi de voir des historiens qui, comme M. Jourdain, d'une certaine façon, font de l'histoire, enfin, c'est Servière qui font de l'histoire. On a des articles extrêmement sophistiqués qui valent tout à fait ce qu'on trouve dans la presse historique spécialisée. Donc en fait, c'est pas seulement anodin. J'imagine que dans les membres des associations qui font de la conservation, de la restauration, etc., il y a aussi cet intérêt pour l'histoire en tant que telle. Donc en fait, on est à la tête d'une grande quantité d'historiens locaux, d'érudits locaux, de gens qui, pour une raison ou pour une autre, se sont vraiment attachés pour le coup à un problème précis et ils sont allés consulter les archives. Ils ont fait le même travail que du travail d'historien. Je me trompe quand je dis ça? Alors, dans une perche, je le dis volontiers, on avait parlé au téléphone ensemble, tu m'avais dit, moi, un petit peu, en marchant sur des œufs, moi, j'aime bien jouer au train. Ne sachant probablement pas comment j'allais le prendre, peut-être d'une manière un peu péjorative, et j'étais très content parce que c'est un terme que j'emploie finalement depuis pas très longtemps, parce que beaucoup je pense, d'entre nous ont pu ressentir. J'ai parfois eu un peu de honte, mais de réticence à affirmer devant tout le monde que j'aimais le train miniature. C'était quelque chose d'un peu régressif, un peu lié à l'enfance, probablement connoté nostalgique, tout ça. Et je crois qu'en fait, maintenant, j'assume assez volontiers l'idée de favoriser, d'encourager l'idée de jouer au train. Alors, c'est pas un jeu stérile, mais derrière l'idée de jouer au train, il y a l'idée de s'enthousiasmer pour la découverte d'un champ, je ne sais pas ce terme de champ, parce que c'est quelque chose qui me semble exprimer bien la diversité et l'ouverture du domaine dont on parle. Derrière le jeu du train, il y a effectivement tout un travail en amont pour pouvoir jouer au train. Jouer au train, c'est exploiter son réseau de trains miniatures, en l'occurrence, il s'agit des lecteurs de locaux revus, mais pour exploiter son réseau de trains miniatures, il faut avoir fait un travail de recherche. Il faut, certains le font, d'autres non, chacun est libre de mener ou pas ce travail, mais certains font un travail de recherche jusqu'à comprendre les arcanes du chemin de fer pour l'époque choisie. Pour certains, c'est les années 20, pour certains, c'est les années 50, jusqu'à donner des numérotations à leur train, jusqu'à choisir le matériel dans le commerce en fonction d'une cohérence, voire même d'une date établie, d'une période du chemin de fer. Et pour moi, le jouer au train, c'est tout ça. C'est rien de péjoratif, c'est vraiment une démarche qui conjugue à la fois la recherche historique, la recherche technique, et je disais tout à l'heure, un appétit insatiable d'enrichir ses connaissances bien au-delà du seul domaine du chemin de fer. Je compléterai un petit peu parce que il y a quelque chose qui m'a un peu surpris. Quand j'ai fondé le chemin de fer, quand j'ai participé à la création du chemin de fer de Vermandois, il y a cela bien longtemps, on voulait absolument recréer l'ambiance du chemin de fer du Nord-Est. Donc c'est l'article, etc. Et maintenant, on s'aperçoit que la génération qui arrive, qui rejoint l'association, vient plus jouer au train, vient plus parce qu'ils sont intéressés par la technique du chemin de fer, parce qu'ils ont envie de conduire une machine à vapeur, ils ont participé à des choses comme ça. Et le côté histoire a un peu disparu. Et je m'aperçois que dans beaucoup des rencontres, parce que je rencontre comme pas mal de monde, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont plus intéressés par l'aspect technique que par le côté historique, ça devient très ancien. C'est-à-dire que je suis locomotive à vapeur en service, moi je les ai connus, maintenant, une Moselle, la machine à vapeur, elle en connaît parce qu'elle a une nouvelle à Toulouse, et sinon, ça ne parle pas. C'est pas son histoire. Donc, il faut aussi faire preuve d'adaptation. Parce que la demande des gens qui viennent, des personnes qui viennent nous rejoindre, évolue. Ils sont tous aussi intéressés, mais ils n'ont pas le même axe ils n'ont pas la même lecture. Mais ils sont passionnés tout le temps. Du coup, si on en revient là-dessus, il se trouve que j'ai relu la biographie de Georges Rimet. Alors, tous les gens qui s'intéressent au chemin de fer savent qui est Georges Rimet. Il est là, il le doigt. Les rails de l'histoire numéro 3, une publication de rails de l'histoire, il y a dans une rubrique qui s'appelle Vocation. Et alors, il faut finir toute une colonne pour s'apercevoir que Georges est arrivé au chemin de fer tardivement. Donc là, c'est pour dire, nous, on a l'impression de tomber dedans tout petit. Finalement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être de mots, comment es-tu venu au chemin de fer? Parce que dans cette rubrique Vocation, peut-être
manuel à relire avant. Voilà, le chemin de fer n'est pas une chose immédiate pour l'historien du chemin de fer. Voilà. Peut-être les choses au point. J'ai une autre formation. Je me suis très intéressé en fait aux sciences dites de Ball, tout en étant chercheur. Toute ma vie, j'étais chercheur. Et je serai chercheur jusqu'à la dernière minute. Donc, je suis passé de la recherche appliquée, économie appliquée, etc., vers l'histoire et la sociologie. Nous étions dans un laboratoire privé aux dépens des ministères à propos du transport. C'était l'époque où il y avait beaucoup de crédits de recherche. Et je voulais faire de l'histoire. Je m'étais inscrit en candidat libre chez Michel Perrault, par exemple. Donc, j'avais un projet de thèse sur l'histoire du travail au XIXe siècle. Et puis voilà, pas que le ministère du Transport a proposé en 1976 l'appel d'offres sur les métiers du transport. Et j'ai saisi l'occasion opportunément en disant je propose de m'intéresser aux cheminots, qui était à l'époque une corporation évidemment importante au premier plan, avec un préalable en termes de financement. Pour comprendre le cheminot de SNCF de 1970, je dois comprendre comment on les a fabriqués. Voilà. Et ça, feu vert du ministère, et pas la SNCF, et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers du travail. Ça aurait pu être l'univers du charbon, du textile, j'aurais répondu de la même manière. Voilà. Donc je suis plutôt resté un ferroviologue. Bien sûr, je suis né à Toulouse, à 2 pas du clan du Midi, qui avait été tué par le Perrin, pas très loin quand même de la ligne de chemin de fer, et moi j'ai connu, je suis attaché, je suis un fidèle, je suis tombé amoureux très vite, comme tout le monde, des 2D2, les bien vendus ou les femmes enceintes, Waterman, qui m'a mené à Paris. Donc, ce point-là, je distingue bien le fait que je suis un amateur, on parlera dans le débat, qu'est-ce qui m'attache à ce râle, mais je distingue dans ma carrière quand même, voilà, je fais du chemin de fer, j'y suis, je reste, c'est passionnant, on l'a dit, c'est un sujet qui mène à tout, c'est ça qui est intéressant, l'histoire technique, la géographie, la politique et la finance. Donc, je ne suis pas un ferroviphile, je suis un ferroviologue. Alors, ajoutez à votre lexique, nous avions ferroviphile, ferroviplate. Alors, nous, on est fil tendance patte, un peu par ici, j'ai bien compris. Et puis, ferroviologue. Voilà, donc en fait, on élargit le spectre des interventions. J'ai envie de, sauf si il y a quelque chose qui vous brûle les lèvres, de dire, mais moi j'ai envie de me tourner vers vous avec une question à dessous, hein. Que faites-vous là? Qu'êtes-vous venu faire cet après-midi après avoir lu Attachement populaire au chemin de fer? Ça, c'est une question clé pour nous, c'est une question clé pour Antoine et pour Nancy. Et voilà. Alors, on peut vous donner la parole si vous avez envie d'intervenir. Et alors, j'ai bien vu vous lever. Je vois aussi qu'il y a cette question générationnelle qu'on a abordée à plusieurs reprises, qui répondait à la question de Georges au comité scientifique, qui disait bah oui, mais les gens sont. La nouvelle génération est relativement peu intéressée, alors on va voir ce qui se passe avec le numérique après, parce que là c'est aussi probablement une génération, et on a même des représentants de génération à la table qui trompent. Et je vois bien que dans cette salle, je vous vois sourire, il y a une jeune femme là, il y a qui a moins qui a moins de X années. Voilà, donc la question générationnelle, elle est posée. Alors, je vais vous donner la parole ensuite, Philippe. Oh ben. Alors, Luc Fournier, je travaille au ministère de la Culture, je suis chargé de mission pour le patrimoine technique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Patrimoine ferroviaire, qui est paru aux éditions monumentales. Et mis à part ça, je suis membre du Cercle historique du rail français, qui édite une revue périodique qui s'appelle Rail autrefois, donc qui justement essaye de refaire le contact entre l'histoire et le rail. À travers principalement, bien sûr, le matériel et les infrastructures, les installations, mais disons que nous voyons aussi l'histoire ferroviaire dans ses connexions avec l'histoire générale, avec l'histoire de l'art et avec l'ethnologie. Je pense que tout ça forme un ensemble et tout ça forme l'histoire moderne. Alors, pour moi, l'attachement populaire au chemin de fer, c'est, il ne faut pas l'oublier, d'abord une révolution. C'est-à-dire que mon ami Claude Lavigne a
coutume de dire, les légions de César se déplaçaient à pied ou à cheval. La grande armée de Napoléon se déplaçait à pied et à cheval. Mais 20 ans après Napoléon, on voyait apparaître les premières locomotives à vapeur. Et on voyait donc petit à petit le train. C'est donc une révolution qui s'est opérée au sein des populations, d'une part par une espèce de fascination, par une espèce de fascination de la vitesse, qui, je dirais, modifie notre rapport existentiel, qui modifie notre rapport à notre finitude. Et ensuite, parce que le brassage de population, autrefois de l'Ancien Régime, avant les chemins de fer, on vivait et on mourait souvent au même endroit. Et on ne quittait pas cet endroit. On imagine un petit peu ce qu'a pu être le chemin de fer lorsqu'il est arrivé et qu'il a permis à une vitesse de 35 km/h, 40 km/h, une vitesse jamais vue jusqu'à présent, de transporter des populations. Et ça, je pense que c'est la première chose, c'est peut-être celle-là, c'est peut-être cette révolution et qui fait l'attachement que je fais. Alors après, il y a l'impact esthétique dont on a parlé, qui n'est pas mince, puisque donc, il y a cette espèce d'impression très forte que produit, cette espèce de fulgurance esthétique que produit un train en marche, on est un peu scotché, et qui a été très vite récupéré par les artistes. Il ne faut pas oublier, il faut regarder l'inspiration des impressionnistes, ou l'inspiration de Turner. D'ailleurs, je compare souvent la gare de Saint-Lazare de Monet, qui est assez statique, appelée vapeur et vitesse de Turner, et donc on a quelque chose de très dynamique, et d'un petit peu mystérieux, comme si les Anglais avaient réinventé le côté un peu automatique que l'on retrouve dans ce tableau de Turner. Donc voilà, il y a ce côté esthétique qui est absolument incontestable et qui a donc, alors curieusement, pour moi qui viens d'une institution où on s'occupe beaucoup d'histoire de l'art, principalement d'histoire de l'art, eh bien, j'ai trouvé que je suis un petit peu un black sheep dans ma maison parce que j'ai trouvé très peu de gens parmi les conservateurs qui étaient sensibles à l'histoire technique. Pour eux, c'est un monde, alors ça c'est extrêmement français, il y a une dichotomie totale entre les arts et la technique. On ne se mélange pas. Les arts, c'est les artistes et les conservateurs qui en parlent. La technique, ce sont les ingénieurs. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas seulement les ingénieurs qui peuvent parler technique. On peut être un ingénieur génial et être un très mauvais pédagogue et un très mauvais communicant. C'est aussi les historiens, c'est aussi les épistémologues, c'est aussi... voilà. Et c'est une chose que j'essaie un petit peu, dans les actions que je dois avoir au sein du ministère, un petit peu de briser pour que, au fond, alors ça, on me l'a souvent reproché, on m'a dit que vous êtes trop anglo-saxon, je souhaiterais qu'il y ait une récupération. Lorsque je vois l'autre jour, je voyais les Anglais qui ont récupéré le bateau Great Western, dont il ne restait qu'une coque qui était au Malouine, c'est le Malouine. Dans les années 70, il aura rapatrié à Bristol et les gens étaient sur les quais pour voir passer l'épave de ce paquebot de 1845 qui est aujourd'hui restauré et exposé. En France, non, ça commence, mais on n'en est pas à ce point-là. Il n'y a pas une récupération collective que personnellement je souhaite. Voilà. Merci. Philippe Vintéjol avait levé la main. Qui d'autre souhaitera intervenir ensuite? Luc Picot, vous, je ne connais pas votre nom, mais pas tout de suite parce qu'on va procéder par ordre. Philippe Vintéjol. Ce serait bien. On en a... Non, mais il y en a un qui se promène. Philippe Vintéjol, donc j'ai passé une partie importante de ma carrière professionnelle à concevoir des offres de transport, qu'elles soient ferroviaires ou routières, et généralement dans le moment du urbain. Ce qui m'a de plus en plus titillé au fur et à mesure que je progressais dans ce domaine, c'est la demande, c'est-à-dire comment se construit la demande, c'est-à-dire comment ces offres de transport rencontrent une demande, rencontrent des attentes, rencontrent ce qu'on appelle entre guillemets des besoins. Pour ça que dans l'attachement populaire au chemin de fer, ce qui m'intéressait en priorité, c'est la connexion qu'on pouvait
établir entre cette notion d'attachement dans laquelle j'entends une notion de perception, c'est-à-dire qu'on s'est approprié en quelque sorte l'existence d'un chemin de fer, d'une offre de chemin de fer, pour pouvoir ensuite en faire usage. Alors, comment ça se développe, comment ça évolue, comment ça se nuance ensuite selon les territoires, les catégories socio-professionnelles, c'est pour ça que lorsque vous parliez de terrain tout à l'heure, évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse en priorité. Il y a un deuxième aspect qui m'a attiré là-dedans en tant que responsable d'une association qui anime un musée. Ce qui me frappe, c'est de voir quelles sont les caractéristiques des personnes qui visitent ce musée, à la fois quels sont leurs motifs, et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'en matière de CSP, c'est très clair. C'est très clair, et comme c'est un musée multimodal, je suis amené à voir également des gens qui s'intéressent aux bus. C'est à peu près les mêmes. Je suis également amené à voir des gens qui s'intéressent à des voitures anciennes. Et là, on change. On n'a pas tout à fait les mêmes CSP, la même nature de fréquentation. Du coup, dans ces terrains, je pense qu'on peut pousser une idée qu'il y a des croisements à opérer par nature de population, et évidemment ce qui a été dit par nos deux interlocuteurs animateurs d'associations, ou même pour Yann Beaune de publication, c'est qu'il y a un très fort lien avec l'histoire personnelle. Et donc, un des sujets aussi, et je terminerai avec ça, c'est l'histoire personnelle se renouvelle évidemment avec les générations, et de ce point de vue-là, je constate aussi une stratification par génération extrêmement intéressante. Voilà, j'ai tout dit. Bien. Je vais donner la parole. Alors, je poursuis l'ordre des choses. Hein. La parole à Luc, puis ensuite à vous. Alors, Luc, je dois dire que Luc, c'est la personne qui m'a fait connaître BB 27000. Et je suis content aujourd'hui que Monsieur BB 27000 et Luc puissent se voir en vraie grandeur. Bon, Luc... Oui, bonjour. Bon, j'ai côtoyé Francis et Arnaud Passalacqua dans le cadre d'un débat public. Moi, ma question, hein, puisque c'est un début d'un cycle de séminaires et de réflexion, c'est sur la notion d'attachement populaire, non pas individualisée sur la personne qui est attachée au chemin de fer, mais d'une dimension beaucoup plus sociétale. Ma question, elle se pose à travers deux prismes. La première, c'est la question de la politique publique ferroviaire. Comment on perçoit un soutien, un consensus dans la société française pour mener une politique publique assez ambitieuse, même si concrètement, on pourra tous considérer qu'elle n'est pas à la hauteur de l'ambition qui existe quand même au travers de la société. Je prends un exemple, par exemple sur le frais ferroviaire. On ne fait pas un colloque sur les mobilités sans la notion du frais ferroviaire qui revient, un attachement lié à des mouvements associatifs, je pense à France Nature Environnement, mais la FNOT, etc. Il y a une sorte de zeitgeist, enfin, d'esprit du temps, qui fait que le chemin de fer est vu positivement, ou lui est prêté un certain nombre de vertus. Et donc, ce qui m'interroge, c'est pourquoi la société a ce consensus-là. Et la deuxième dimension qui rejoint la question des politiques publiques, c'est un peu plus précisément dans les ancrages territoriaux. Moi, je viens d'une région, je suis de Saint-Dié-des-Vosges,
est extrêmement connu pour les passionnés du ferroviaire, puisqu'on vient d'y investir 20 millions d'euros pour refaire un petit tunnel pour une petite ligne de chemin de fer qui c'est Épinal-Saint-Dié, correspondant à une demande sociale locale extrêmement forte. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'usagers sur cette ligne. Il y avait plus d'usagers avec le bus de substitution qu'avec le train. Je vous renvoie aux innombrables articles que soit Le Monde a fait, soit les revues. Mais pourtant, il y a un consensus local, pas uniquement aux élus locaux, mais aux personnes qui sont des acteurs du territoire, pour soutenir cette rénovation relativement lourde, qui ne correspond pas économiquement à des usagers derrière. Et donc, pourquoi il y a eu cet attachement populaire à cette politique publique et aussi à cet ancrage territorial du chemin de fer. Et donc voilà, ça c'est les questions que j'aimerais que dans ce cycle, peut-être là ou peut-être plus tard, on essaye de décrypter, non pas le niveau individuel, mais le niveau sociétal qui est, je pense, difficile à voir. Et alors, deux petites incises. Je suis venu avec un ami qui est un grand spécialiste des questions d'attachement populaire. Il a écrit beaucoup de livres sur les sujets. Et puis, qui a une ouverture sur l'Angleterre. J'aimerais bien peut-être aussi qu'on benchmark, enfin qu'on parangone avec d'autres pays qui ont des forts attachements populaires. Je pense l'Angleterre, parce que Bertrand me l'a soufflé tout à l'heure, mais la Suisse ou d'autres, dans ce cycle-là, on reste pas trop franco-français et qu'on essaye de voir. Et deuxième, c'est ce que monsieur a un petit peu évoqué, j'aimerais aussi voir si on pouvait croiser avec les passions populaires pour les différentes mobilités. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui soutiennent le train, l'avion? Est-ce que c'est des passionnés de mobilité en général? Et essayer de voir si les dynamiques sont les mêmes ou pas. Et je conclus là-dessus. L'exemple, c'est depuis 15 ans, on a vu l'attachement populaire à la vieille voiture. Dans une période où l'attachement populaire à la voiture d'usage quotidienne était en effondrement. Les courbes se sont croisées. L'objet automobile, passion, n'a jamais été aussi grand. L'objet automobile, obligation de mobilité, n'a jamais été aussi décroissant. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait avoir des terrains d'études qui permettent de croiser? Merci. Et deux personnes. Allô ? Oui, bonjour. Alors moi, je m'appelle Gilles Rochereau, je suis un simple amateur de chemin de fer. J'ai participé au démarrage il y a très longtemps du MTVS à Valmondois. Musée de transport de la vallée du Sausseron, mais c'était il y a très longtemps. Bonjour. Et également aujourd'hui, je suis secrétaire de l'ARPI. C'est une petite association qui a reconstitué, qui a fait le projet de reconstituer la première locomotive à vapeur française de Marc Seguin de 1829 et que l'on voit des fois à l'occasion de quelques manifestations. Et c'était pour dire à Monsieur Fournier que je suis d'accord, le patrimoine technique en France est quand même très très sous-estimé puisque c'est une initiative purement privée qui a été faite sans aucun souci, sans aucun soutien. Si j'ose dire, c'est même beaucoup de perruques. Et alors, dans l'attachement au chemin de fer, moi, j'avais une simple question. Je voulais savoir si, dans le cadre de vos recherches, en tant que sociologue, professeur, etc., si vous aviez pris en compte, et dans le séminaire, est-ce qu'il y a une prise en compte de l'attachement au chemin de fer au-delà, effectivement, des simples passionnés? Je pense en particulier à 13 000 personnes qui sont devenus aujourd'hui sociétaires d'une société coopérative qui s'appelle RICOP et dont l'initiative est effectivement de relancer certaines lignes de chemin de fer abandonnées par le service public. Voilà, c'est... Alors, on peut répondre à votre question, mais peut-être c'est Antoine qui peut le mieux répondre parce qu'il a conduit quelques entretiens, il a le micro sous la main, et je pense qu'on a eu un entretien avec RICOP, justement. Tout à fait. Enfin, avec RICOP. En fait, j'ai fait un entretien avec un sociétaire lambda, je dirais, en tout cas pas quelqu'un qui est sans doute le plus investi dans cette coopérative, et pour un peu comprendre le cheminement qui fait qu'on arrive à s'intéresser au chemin de fer par
par le levier financier, hein, notamment. Mais en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui ne se, comment dire, qui ne se définirait pas comme un passionné du chemin de fer. Et alors après, c'est ce que je peux en dire est peut-être un petit peu résumé et simplifié. Ça demanderait aussi des analyses, des croisements, d'aller voir d'autres personnes de RICOP. Hein, mais en l'occurrence, sur son profil, on a plutôt des convergences avec des luttes politiques plutôt, hein, sur le fait de vouloir relancer le rail. Mais peut-être qu'on en dira encore deux mots aussi dans la deuxième table ronde, parce que bon, je sais que le sujet de RICOP est loin de faire consensus, et notamment auprès de nos amis cheminots et cheminotes. Alors, je pensais à un tweet en particulier, mais on verra si on révoque ça. En tout cas, je continue de lancer, de faire tourner le micro. Dominique Laousse. Alors ici, depuis un moment, en fait, Francis, peut-être que tu vois pas, il y a le pupitre. Oui, mais moi je suis derrière le bidule et voilà. Bonjour, donc je suis Faustine Gauthier, je vais répondre à votre curiosité sociologique. Une femme d'une trentaine d'années, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, tout simplement, je suis cheminote et très attachée au chemin de fer. Alors, pas du tout par l'aspect modélisme dont nos deux intervenants ont beaucoup parlé, mais par le voyage, tout simplement, le voyage en train. Et ça, depuis petite et de plus en plus. Et en tant que femme seule, en tant que couple, en tant que famille avec un enfant. Et on continue cette passion de voyager en train. Et du coup, j'ai un autre engagement, peut-être que vous connaissez, Rail et Histoire le connaît parce que nous sommes de charmants partenaires. Donc, je suis membre de l'association Once Upon a Train, WAT, très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons fait un beau festival ensemble avec Rail et Histoire et SNCF dans la salle. Et donc, voilà. Donc, du coup, en tout cas, moi, personnellement, mon attachement au chemin de fer, il est par le voyage. Alors, bon, mon grand-père avait bien un petit TGV orange dans le grenier et je viens d'acheter un Brio pour ma fille qui roule dans mon salon. Mais voilà, c'est surtout le voyage et je pense que c'est aussi un aspect important. Et puis, le voyage, c'est quand même ce qui permet de faire vivre le train parce que, comme on le disait, s'il n'y a pas de gens dans les trains paraissent. Très bien. Alors, moi, j'essaye de gérer les doigts qui se lèvent. Alors, on avait Dominique Laousse, Bertrand Marie. Alors, tout à l'heure, Luc parlait d'un sociologue tout à l'heure qui est à côté de lui, Bertrand Marie. On va lui donner la parole. Et puis, je pense... Alors, peut-être, Jean-Paul, est-ce que j'ai envie de donner la parole à Dominique Laousse tout de suite. Ensuite, peut-être, tu réagis. Tu voulais dire juste un truc tout de suite? Bon, alors, allons-y. Et puis ensuite, Dominique. Alors, Dominique Laousse, donc à la SNCF, pas tout à fait cheminot, parce que j'ai eu 25 ans de RATP avec l'ami Philippe Pantejol, on s'est bien connu à cette époque, Francis. Je suis actuellement à SNCF Réseau à la direction technique, expert technique, et dans Attachement populaire, je suis venu pour le terme populaire. Et dans mon esprit, c'est plus large que ce qui a été dit actuellement. Pourquoi, finalement, au 19e siècle, il y avait un tel attachement populaire et qu'il a autant faibli? Je suis petit-fils de Watman, pour ceux qui se rappellent de ce que ça pouvait être pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait quelque part au niveau du chemin de fer au 19e siècle la création d'une étiquette de quelque chose qui a défini des codes d'usage du ferroviaire. Le ferroviaire a été le premier grand système artificiel. Il a finalement construit nos sociétés autour de lui. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que nous devons uniquement rester dans la nostalgie, dans le passé, de dire qu'il faudrait retrouver cela, ou est-ce que la question n'est pas autant sur le populaire, de se dire, ou sur l'attachement populaire, de se poser la question de travaux que nous menons à l'heure actuelle avec les mines de Paris, dans le cadre de la chaire Théorie et méthode, la conception innovante, sur le patrimoine de création. Un exemple extraordinaire de ça, c'est Dom Pérignon, premier champagne à avoir jamais été fait, qui n'a jamais fait de publicité parce qu'ils estimaient que c'était déchoir. Les marchés japonais, enfin même plutôt chinois, ont fait que pour eux, un Dom Pérignon, ça ne paraît pas meilleur que notre champagne. Ils ont cherché dans leur histoire qu'est-ce qui est à préserver et qu'est-ce qui doit faire l'objet de nouvelles conceptions, d'une création. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui en tant que membre de la SNCF, travaillant sur des choses qui vous intéressent, vous parlez de train touristique, je travaille à l'heure actuelle sur la régénération du train jaune.
Donc, et jeudi matin, on a le séminaire pour préparer les choses avec avec l'externe. Vous voyez un peu sur quoi on travaille. Sur Saint-Dié, on a travaillé aussi sur des choses avec des architectes, des urbanistes, essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut créer finalement une nouvelle société autour de cela. Je trouve que le ferroviaire, et c'est pour ça que je suis venu, je me trompe peut-être, hein, mais grosso modo, pourquoi on est autant, c'est important le passé, dans tous nos projets, on commence toujours par une intervention historique. Là, on va travailler sur les référentiels techniques depuis le 19e siècle. On est en train de chercher, appel à la communauté d'entre vous qui auraient travaillé sur les référentiels techniques. Pourquoi c'est comme ça et pas autrement? Au-delà du cours de chemin de fer à l'école des ponts et chaussées. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de se poser la question dans cet attachement. Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est pas l'attachement à l'ancien chemin de fer seulement. Ça, c'est de la préservation. Qu'est-ce qu'on peut préserver? Mais comment on montre à la population aujourd'hui qu'autour de ça, on n'est pas un transport parmi d'autres à côté de la voiture, de l'avion ou d'autres choses, et que qu'est-ce que c'est aujourd'hui que recréer une société autour de ça? Des usages. Au-delà de ce que tu disais, Philippe, sur la conception d'une offre, pourquoi les gens vont le prendre? Moi, je suis frappé, vous l'avez dit. Je viens du bassin d'Arcachon, vous l'entendez à mon accent. Il y avait sur la Micheline facture Arès, d'où je viens, sur le bassin d'Arcachon, en moyenne, il y avait 10 voyageurs. Le jour où il a été décidé de la fermer, je crois que c'est la CGFTE à l'époque, il y avait 15 000 personnes à la manifestation. C'est exactement ce que vous avez dit. Donc on voit bien qu'il y a un attachement au passé, mais ça n'induit pas un nouvel usage, et c'est ça pour moi qu'il faut travailler. Donc, si on peut l'ouvrir à ça, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Merci. Alors, merci pour cette intervention, alors qui est en relation avec d'autres choses qui ont été dites. Monsieur Marie, vous... Il y avait une question ici aussi, après. Non, ça va être très rapide, mais c'était pour compléter un peu ce qu'avait dit mon ami Luc. Il a insisté sur l'idée qui me paraît effectivement essentielle, qui est que l'attachement populaire auquel on s'intéresse doit être distingué de l'attachement individuel. Et il me semble qu'effectivement, il y a un pays qui a été mentionné dans lequel on peut voir de manière relativement spectaculaire ce que signifie l'attachement populaire au rail, c'est l'Angleterre. Alors, à la fois pour des raisons historiques, en tête, et aussi des raisons tout à fait actuelles. Et là, je vais vous donner juste un exemple, et qui, à mon avis, montre bien la forme que peut revêtir un attachement populaire au rail. C'est qu'en Angleterre, ils viennent de sortir un livre sur les gares qui ont été rénovées en Angleterre. Donc les gares d'origine, il y a 100 gares qui figurent dans un livre publié, un livre de poche, qui est un best-seller en Angleterre et qui est entièrement consacré à l'architecture des gares. Bon, en France, on aurait peut-être un petit peu plus de difficultés à imaginer, or que un exemple de ce type. En tout cas, c'est un pays dans lequel, effectivement, cet attachement prend différentes formes, dont celle-là, je dirais ça juste comme exemple, et tout à fait récent. Merci. Alors, bon, je donne le micro à Jean-Paul qui commence à bouillonner, puis ensuite, moi, j'aurai une question. Moi, j'ai une ou deux questions à poser à des gens qui sont là. Ça va renverser un peu, pas attendre que les doigts se lèvent. Jean-Paul. Oui, alors, je voulais revenir sur l'attachement populaire, parce que ça a été un peu soulevé là dans les questions. On s'aperçoit, à une époque, ça remontait à quelques années, quand il y avait des fermetures de lignes, on disait aux gens, vous voulez garder le train? Parce qu'en fait, c'était une discussion qu'on avait avec Francis, on s'aperçoit que le petit village d'avant, il avait sa gare, son café de la gare, son café devant l'église, et l'église, la poste, la mairie, et le buffet, tout ça est parti. Et je pense que le chemin de fer fait partie de cette culture populaire. Parce que, alors, pour parler modestement de ma personne, quand je discute avec des gens de ce qu'est le chemin de fer, de comment on le vit aujourd'hui, je dis non mais attendez, moi je fais 80 000 km par an en train. Donc, je suis un passionné de train, certes, mais j'utilise le train. Donc, j'en ai une vision aussi de client. Et vu de l'intérieur, alors, de l'intérieur, en client passionné, des fois on a envie de dire aux cheminots que vous pourrez travailler différemment, mais ça, c'est ma connaissance du chemin de fer d'avant. Comment? Mais là, c'est un cheminot, si je peux le dire. Mais, parce que
Voilà, parce que sinon on se retrouve avec un problème. Alors je pense que c'est bien le problème de l'attachement populaire, c'est-à-dire que on est intéressé, on a envie de garder le chemin de fer parce que ça fait partie de son image, de ce que doit être notre société. C'est ce qui est soulevé sur le tunnel là, de Saint-Dié, c'est qu'en fait les gens veulent le tram, mais ne le prennent pas. Et c'est un vrai sujet parce que les élus sont d'accord ils sont d'accord. On arrive à leur faire des travaux, mais ils disent mais il n'y a personne dessus, donc c'est pas très positif. C'est pas très positif comme image. Voilà. Merci. Bon, il nous reste très très peu de temps pour cette table ronde, mais après il y en a d'autres. Alors moi j'ai quand même une question à poser. Je voudrais poser une question à Yolène. Yolène qui est là-bas, parce que Yolène, c'est une personne qui a fait toute sa vie professionnelle dans autre chose que le chemin de fer et qui, pour des raisons personnelles, est aujourd'hui tombée dans le chemin de fer depuis très peu de temps. Et moi, j'aimerais bien qu'elle nous dise, finalement, comment c'est ressenti, ça veut dire quoi? Donc, en 2-3 minutes, Yolène, s'il te plaît, parce qu'il y a ensuite 2-3 ans. Ah. Bon, alors. Je m'appelle Yolène Grindorge et c'est vrai que j'ai travaillé toute ma vie professionnelle en tant que chef de projet sur des projets sociaux, des villes. Rien à voir avec le chemin de fer. Jusqu'à il y a 2 ans. Et pourquoi? Parce que c'est très très récent. J'ai rencontré il y a 2 ans une personne qui souhaitait trouver un chef de projet pour monter un musée de la miniature du chemin de fer, mais qui raconte une histoire. L'histoire de la ligne Paris-Toulouse et précisément de toute l'étoile de Brive avec toutes les petites lignes dans les années 50 à 70, cet âge-là du chemin de fer. Et je me suis rendu compte en y travaillant sur ce sujet que c'était tout un univers. En fait, c'est ça moi qui m'a intéressée. C'est un univers que je ne connaissais pas, des gens que je n'avais jamais rencontrés, tous passionnés. Donc ça donne quelque chose, de mon point de vue, qui était très extérieur. Ça a donné tout à coup comme un immense réseau, comme un chiot qu'on jette dans une gamelle de croquettes, quoi. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, tous ces gens, pourquoi je les connaissais pas? Ils sont chouettes et passionnés et ils me parlent de choses que j'ignore. Et ça m'a vraiment touchée, vraiment plu. J'adore travailler là-dessus. Maintenant, je suis, ce que disait Francis, un peu tombée dedans. C'est-à-dire que je me surprends à savoir ce que c'est une 2D2, tous ces numéros mis les uns à la suite des autres. Je me suis en train de fabriquer des maquettes, préparer la grande maquette. Et c'est passionnant. Vous êtes passionnant. Moi, je vous ai trouvé très dur avec vous-même quand vous disiez... oui, on nous prend pour des gens tout prêts à être mis à l'asile. Moi, ça m'a vachement touchée. J'ai adoré rencontrer cet univers-là du chemin de fer, en fait. Là, c'est sincère. Bon, alors, bienvenue. Bienvenue, finalement. Alors, une dernière question, et ensuite on a un petit film à vous montrer, et puis vous allez pouvoir replonger dans les mêmes questions dans pas longtemps avec une autre entrée. Il y a d'abord une deuxième table ronde, et ensuite il y aura une pause, et ensuite il y aura le petit film. Ah oui, d'accord, j'ai toujours pas assimilé le programme. Bon, excuse-moi. Bonjour à tous, Jésus Niazer, je suis consultant ferroviaire. Ça va surprendre, je n'en doute pas. Attachement pour 2 raisons. Je suis là parce que je suis depuis 20 ans, j'ai consacré ma vie au ferroviaire. J'ai animé un cabinet pendant 19 ans et là, j'ai rejoint un groupe comme directeur stratégie. J'ai répondu à cette invitation pour 3 raisons. La première, quand on parle d'attachement, il y a toujours un lien affectif. Fils de cheminot, je suis né. Fils de cheminot, je demeure. Comme je le définis, fils de cheminot, je mourrai. Ça, c'est la première raison. Je me suis invité au ferroviaire par passion pour la locomotive jaune. Je voulais parler de la Bourreuse éventuellement. Pendant ma tendre enfance en Afrique, j'étais fils de cheminot. Mon papa était cadre au chemin de fer du Congo-Brazzaville, pays dont je suis originaire. Je me suis passionné de la machine jaune. Ça va vous surprendre, la Matisaille, la Bourreuse. Anciennement, c'était la Bénéry B85. Et figurez-vous que 20 ans plus tard,
j'étais consultant de Matisa. Et aujourd'hui, je vis à Sens. Et il y a entre 2012 et 2014, j'ai été responsable projet pour Matisa Suisse, pour accompagner leur stratégie sur toute l'Afrique subsaharienne. Ça, c'était une petite parenthèse de ma vie. Attachement, deuxième approche, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système où on assiste dans tous les projets à l'explosion des projets ferroviaires. Quoi que nous fassions aujourd'hui, on vous parle de projets de tram, mais qui dit tram, dit inévitablement chemin de fer. Troisième attachement, c'est que historiquement, le chemin de fer a été un régulateur économique dans tous les pays. En Afrique, c'est toujours d'actualité. En Europe, c'était même une identité. Pourquoi il y a la fierté de dire qu'il y avait une gare, il y avait un chemin de fer? Moi qui ai l'habitude d'emmener mes enfants au chemin de fer de Toussy, dans Lyon, le vieux chemin de fer de Toussy, il y a toujours cette vieille gare à Toussy et ce vieux bar qui existe toujours, qui caractérise cet attachement. Et quand on prend le mot populaire, il y a une personne qui l'a évoqué avant moi, c'est pas populaire en termes de révolution, mais parce que quoi que nous fassions, on est conscient que le train, tous, on peut nous mettre dans une Micheline de l'époque, on suffira dans une Micheline, mais je ne pense pas que dans un bus de 12 personnes, on suffira tous dans un bus. Ça, c'était la petite contribution que j'allais apporter. Pour revenir un peu à l'histoire, parce que je fais beaucoup de recherches, tant sur la coopération, parce que derrière tout ce parcours, j'ai fini par être consultant auprès de l'UIC. J'ai travaillé sur des thématiques sur la formation, je travaille sur des thématiques sur l'infrastructure, sur le matériel. Tout ça pour dire que c'est la passion pour le chemin de fer qui a fait mon métier. J'ai un profil purement de commercial. Mais je me suis passionné d'un sujet et ce sujet me fait vivre aujourd'hui. J'ai 3 enfants et je vis grâce au chemin de fer. Donc, derrière la passion, il y a des métiers qui peuvent se dégager, derrière des sujets d'amateurs aujourd'hui, mais à force de travailler sur un sujet et la passion qui nous définit est cet attachement. Voilà ma petite contribution. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'une partie de ce qu'on avait en tête se réalise bien, c'est-à-dire une très grande diversité des approches, et donc la question, effectivement, comment ça fait société. Un petit peu ça, c'est comme... Voilà, ça fait partie du travail qu'on va devoir développer à partir d'aujourd'hui.